Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme ont paraphé un document en 2 points. Ils s'y engagent à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. En Guinée, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Conakry. Objectif, exiger l'organisation d'élections locales qui n'ont plus lieu depuis 12 ans. Enfin, course à l'élection du nouveau président de l'ANC en Afrique du Sud. Un duel principalement disputé entre Nkosazana Dlamini Zuma et l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Avant le développement des titres, retenez que la crise sociopolitique que traverse le Togo depuis le 19 août dernier continue d'enregistrer des dommages regrettables. La première journée des marches organisée par l'opposition et la mouvance le 20 septembre a enregistré un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. C'est le tableau présenté par le ministre de la Sécurité publique. Suivez le colonel Yark Daméamé, ministre de la Sécurité publique. Il est au micro de notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé. Les manifestations se sont déroulées globalement dans le calme, mais avec, vers la fin, quelques actes de vandalisme. Au niveau de Mango, le cas de Mango est un peu inquiétant. Il y a eu beaucoup d'atrocités. Certains responsables du Parti uni ont été molestés, déshabillés, leurs biens saccagés, les maisons incendiées, pillées. Et à Mango, des manifestants ont été aperçus, porteurs d'armes de guerre. Ces manifestants sont identifiés. Il y a un certain Daoudou qui aurait été repéré en possession d'un AK-47 et de sources bien informées. Aujourd'hui, il y a au moins 6 armes de guerre dans la nature à Mango. Ce comportement, malheureusement, a fait un mort, un jeune de 10 ans, que nous présentons nos condoléances. Nous avons dénombré plus de 24 blessés, dont 6 par balle, 4 par bille, c'est-à-dire les fusils de chasse. Il y a eu 7 personnes interpellées, 3 maisons incendiées, 3 véhicules incendiés, 10 motos incendiées. Cette bande de militants du parti PNP s'est organisée en petits groupes pour aller s'attaquer aux maisons où habitent les forces de sécurité. Je ne sais pas jusqu'où ça peut nous amener, pour vous dire que nous devons faire beaucoup attention. J'espère, et j'ose croire que ce qui se passe à Mango n'ira pas loin. Je voulais demander à chacun, à tous les acteurs de la retenue. On reste au Togo où une rencontre internationale sur la fonction enseignante s'est tenue du 19 au 21 septembre à Lomé. Des experts de l'UNESCO et ceux de l'enseignement national ont à cette occasion élaboré des approches de solutions pour la valorisation des acteurs du système éducatif. Le reportage est signé Ferdinand Gadé. Les enseignants togolais ont scanné des experts nationaux de l'enseignement et internationaux de l'UNESCO. Mardi, ils ont démarré pour 4 jours à Lomé les réflexions sur les thèmes « Enseigner une profession ». Nous avons ici réuni à Lomé les experts du monde entier, venus des 4 coins du monde, pour voir quelles sont les meilleures approches en termes de gestion de la profession dans son ensemble, de la profession enseignante. Comment accroître les qualifications pour coller à la qualité de l'éducation qui est aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations de tous les acteurs, des gouvernements comme des acteurs de la société civile. Pour l'UNESCO, les approches de solutions aux problèmes du système de l'enseignement en général qui se posent dans plusieurs pays se trouvent dans les réponses de ces, entre autres, interrogations. Il s'est fait que dans les salles de classe, ce n'est pas toujours les personnes qui ont eu les formations, les aptitudes essentielles requises qu'on retrouve. Donc, il faut réfléchir sur ce qu'est un enseignant. Quelles sont les compétences, les connaissances, les aptitudes qu'on doit lui inculquer pour qu'il puisse assumer l'enseignement dans les classes.
quelle valeur les gestionnaires du système aussi doivent avoir à l'endroit de ce corps enseignant. Quand l'enseignant n'est pas respecté par la communauté, il perd au regard des élèves le respect qu'il faut pour que l'élève puisse se consacrer et le suivre. Les objectifs de cette réunion annuelle et 10e forum du dialogue politique de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants au Togo font partie des points de revendication qui débraient le système éducatif dans ce pays depuis quelques années, selon ces acteurs. Cette rencontre sur les enseignants se tient à la veille de la rentrée de l'année académique 2017-2018 prévue pour ce 25 septembre. Je l'annonçais en titre, cessez-le-feu global et définitif ce mercredi au Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad, CMA et la plateforme ont paraphé en présence de la médiation internationale, de la MINUSMA et du gouvernement malien un document en 2 points. Ils s'y engagent à la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. Halima Ben Touré pour le point. Après 5 jours de pourparlers à Bamako, les groupes armés de Kidal décident d'enterrer pour toujours la hache de guerre. Ils ont signé mercredi un document de cessez-le-feu global et définitif composé de plusieurs points, dont le retour définitif de la paix dans le nord du pays à travers une mise en œuvre intégrale de l'accord de paix. Le document a été paraphé au compte de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA par Bilal Ak-Sherif et pour la plateforme par Farhad Al-Mahmoud. La communauté internationale s'est réjouie de cette signature du document et a invité les parties signataires de l'accord à une accélération du chronogramme de retour à la normale. Cette entente qui nous permettra, j'en suis convaincu, de reprendre dans la plus grande sérénité les consultations entamées pour l'accélération de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est un document en 2 points qui stipule que de communs accords et sous l'égide de la Commission technique de sécurité CTS, avec l'appui de la MINUSMA, que les combattants de la plateforme vont regagner leur site à Takelok dans un délai de 2 semaines. Sur le même chapitre, il y aura des mesures de confiance parmi lesquelles la libération des détenus et une cessation immédiate des hostilités de toute nature. Les 2 parties s'engagent à ne protéger aucun criminel et à clarifier le sort des disparus au cours des affrontements qui les ont opposés. Le 2e point du document concerne la mise en œuvre de l'accord. Il est indiqué qu'il y aura une relance du chronogramme pour le déploiement du mécanisme opérationnel de coordination MOC à Kidal, la passation au niveau des autorités intérimaires et l'installation effective de l'administration dans toutes les régions du Nord. Ceux qui ne comprenaient pas la nécessité d'une véritable paix se disaient, bon, est-ce qu'on doit faire des concessions? Attendez, non, on va attendre. Non, mais on doit arrêter tout ça. On s'est dit à un moment donné, on laisse tout derrière et on doit avancer désormais vers une paix définitive. Ne seront plus l'obstacle indexé pour la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement du Mali, représenté par le ministre de la Défense Tienan Coulibaly, a salué le document signé entre les groupes armés du Nord qui intervient à la suite du retour depuis mardi du gouverneur de Kidal dans la région. Il a indiqué qu'un nouveau chronogramme est prévu entre les parties maliennes signataires de l'accord et a assuré que le MOC verra bientôt le jour à Kidal, qui sera suivi de tous les démembrements de l'administration. Course à l'élection du nouveau président de l'ANC en Afrique du Sud. Le duel est principalement disputé par Nkosassana Dlamini Zuma et le vice-président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Force et faiblesse des 2 candidats à travers cet élément. Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosassana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les 2 favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire.
Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins. Mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir élira son nouveau président à la fin de l'année. L'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. Le Libéria va choisir le 10 octobre prochain un successeur à Ellen Johnson Sirleaf, présidente sortante du pays et première femme élue chef de l'État en Afrique. Mais avec seulement une femme parmi les 20 prétendants au fauteuil présidentiel, le pouvoir pourrait changer de genre. Le futur chef d'État du Libéria a toutes les chances d'être un homme. Élément à travers ce reportage. Elle a marqué l'histoire en devenant la première femme élue à la tête d'un pays africain. Le 10 octobre, le Libéria devra choisir un successeur à Ellen Johnson Sirleaf. Et avec seulement une femme parmi les 20 candidats à la présidentielle, il y a de fortes chances qu'un homme prenne la tête du pays. Même constat du côté des députés, à peine 16% des candidats aux législatives sont des candidates. Quel que soit le résultat, les femmes doivent rester dans la course et donc dans le paysage politique du pays. J'encourage le plus possible les femmes à poursuivre leurs efforts et ne pas se détourner de cette élection. Nous ne pouvons prédire qui va gagner. Au Libéria, le stéréotype de la femme au foyer est toujours solidement ancré dans les esprits. Un sérieux frein à l'engagement des femmes dans la vie publique. L'une des idées reçues qui circulent est de dire « mais qu'est-ce que les femmes veulent de plus ?» Comme si tout était réglé aujourd'hui parce que nous avons une femme présidente. Sirleaf a répété à plusieurs reprises qu'elle devait ses victoires de 2005 et 2011 à la mobilisation massive des femmes de son pays. Des succès qui paraissent bien loin aujourd'hui. Nous sommes à la croisée des chemins et il y a un vrai risque de retour de bâton en ce qui concerne l'engagement des femmes dans la politique du pays et l'élection de femmes. C'est assez préoccupant. La présidente sortante a beau officiellement soutenir son vice-président Joseph Boakai, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle fera activement campagne pour les femmes candidates lors des prochaines élections. En Guinée, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce mercredi à Conakry à l'appel de l'opposition. Objectif, exiger l'organisation d'élections locales qui n'ont plus lieu depuis 12 ans. Les principaux leaders de l'opposition étaient en tête du cortège, assis sur le capot de leur véhicule, qui s'est achevé par un meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre, le principal terrain sportif de Guinée. En refusant d'organiser ces élections, Alpha Condé fait preuve d'ignorance, d'amateurisme et d'incompétence à la tête de notre pays, a lancé le leader de l'Union des forces du changement UFC, Aboubacar Silla. Des élections locales, les premières depuis le précédent scrutin de 2005, auraient dû se tenir en février en vertu d'un accord conclu en octobre 2016 dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Mais depuis lors, les discussions sur le calendrier patinent malgré les manifestations organisées par l'opposition. Les manifestants portaient mercredi des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire « Nous voulons des élections communales maintenant » ou encore « Alpha Condé est un incapable ». L'opposition a par ailleurs apporté son soutien aux habitants de Boké qui protestent contre l'absence d'électricité depuis le début du mois dans cette ville située à quelques 300 km au nord-ouest de la capitale. Au cours des 10 derniers jours, des heurts dans cette cité minière ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés. À la fin de la manifestation, 2 personnes ont été blessées par balle et ont dû être opérées d'urgence, a indiqué un médecin s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à chacun et à tous.